Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va faire le bilan de ce Dakar 2020. Si vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est le bilan. Je vais donner également mon avis. Ça sera la première partie de la vidéo et puis ensuite on fera le bilan catégorie par catégorie parce que moi je suis pas comme France Télévisions, je parle aussi des camions et des SSV. Ce qui n'est pas très compliqué à faire en passant. Puis on fera les tops et les flops un petit peu de chaque catégorie et on développera tout ça. Donc il y a un peu de travail. Voilà, un Dakar 2020. Alors mon avis sur le parcours déjà, sur ce Dakar 2020. Moi, je mettrai que 11 sur 20 sur le parcours. Vous allez me dire, pourquoi sur la vidéo bilan de la première semaine, j'ai dit que j'étais vraiment enthousiasmé par ce parcours, je trouvais ça très bien. Oui, mais en fait, ça s'est arrêté à l'étape du vendredi de la première semaine. On nous avait promis quand même beaucoup de dunes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que France 4 filme très très mal, ce qui pourrait être le cas, mais on n'a quasiment pas vu de dunes. Et surtout, moi j'ai trouvé qu'il y a eu peu de jardinage, malgré le fait que le règlement ait changé et que c'est une très bonne chose, je trouve. Le parcours ne m'a pas semblé très difficile à partir du vendredi. Les premiers jours étaient bien, et je le confirme. Les cailloux, les parcours très marocains, voilà, ça c'était bien. Par contre, après, on aurait quand même aimé avoir des dunes. Et il m'a manqué des dunes. Des dunes difficiles aussi. Ça n'a pas été aidé non plus, par exemple pour les motos, avec l'étape annulée suite au décès de Paulo Gonçalves. Vous avez une étape également qui est raccourcie, enfin deux étapes qui sont raccourcies. Ça c'est aussi un peu dommage au niveau de l'organisation, de ne pas réussir à avoir trouvé des solutions de secours. Par exemple le dernier jour, le pipeline, je pense qu'on pouvait contourner et ça pouvait se savoir avant, je pense. Et puis l'étape où il y a eu le problème avec les hélicoptères. C'est incroyable qu'il y ait eu 4 ou 5 blessés à cause du vent. Bon voilà, les pilotes ont été un peu foufous, mais je pense qu'on pouvait faire attendre les pilotes moto, faire l'étape en deux parties, trouver une solution pour pouvoir faire l'étape en son intégralité. Là, c'est vrai que ça faisait un peu... on est branquignol et on n'arrive pas surtout à faire de l'organisation, à improviser un petit peu une organisation. Ils n'ont pas réussi à trouver cette solution-là. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais pour moi, il y a une bonne base de parcours. L'année prochaine, on verra. Il y aura peut-être d'autres pays également, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de dunes. Mais là, c'est vrai qu'il m'a manqué un petit peu du sable. Je trouve que les cailloux, c'était très très bien. Il y a aussi eu des étapes. Je parlais de l'étape du vendredi de la première semaine, l'étape du dimanche, l'étape également du lundi. Non, pas l'étape du lundi, pardon. L'étape du mardi de la deuxième semaine, qui ont été des étapes beaucoup trop faciles où l'idée c'était juste on bourrine à fond l'accélérateur. Et c'est vrai que je suis pas sûr qu'une ligne droite sans point de navigation pendant 40 bornes, ça a un grand intérêt au niveau de la course. Après ça c'est mon avis de suiveur. Au niveau de la difficulté, je dis pour les professionnels, pour les amateurs, oui je conçois que le Dakar c'est quelque chose de difficile, mais pour moi, le Dakar, c'est aussi une course qui n'est pas réservée qu'aux amateurs. Donc à partir de ce moment-là, si il y a des professionnels à l'intérieur, on attend aussi, quand on est suiveur, je le dis bien, je me pose comme un suiveur, on attend un peu plus de difficulté pour que le leader puisse se planter. Et moi, je ne me souviens pas que sur les derniers Dakar en Afrique que j'ai regardé, même si j'étais pas très grand à l'époque, je ne le suis toujours pas aujourd'hui, on faisait le parcours en pensant avant tout aux amateurs. Je crois que c'était une interrogation qui venait après, si c'était trop difficile pour les amateurs. Mais je crois que l'objectif, c'était surtout de faire un parcours difficile et trouver de la difficulté. Et là, j'ai l'impression qu'on a quand même une des étapes où c'était tout droit, avec quelques dunettes, sur des plateaux de 40 bornes, de plat. Je vois pas vraiment l'intérêt au niveau de la course et je suis pas sûr que tout le monde ait pris du plaisir. Après, au niveau des paysages, c'est magnifique. On a retrouvé des images qu'on voyait en Afrique. On a aussi retrouvé un truc qu'on voyait plus en Amérique du Sud, la solitude, tout simplement. C'est-à-dire que en Amérique du Sud, il y avait beaucoup trop de gens sur la piste, et ce qui fait qu'au niveau de la navigation, ça devenait très facile des fois, parce qu'il fallait juste suivre le public. Là, c'est vrai que vous vous retrouvez tout seul, donc on retrouve un petit peu l'identité du Dakar qu'on avait auparavant en Afrique. Après, je parlerai pas de... tout ce qui est droits de l'homme en Arabie Saoudite, parce que ça m'a fait marrer ça un petit peu quand même, les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Tu sais que beaucoup de gens soient plaints
déjà, toujours le même principe, mais quand on veut boycotter une course, ça se déroule toujours 2 jours avant. C'est-à-dire, ça me rappelle les Jeux Olympiques de 2008 avec Robert Ménard, feu Robert, on te salue, qui voulait faire annuler les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 à 6 mois des Jeux Olympiques. Là, c'était à 2 jours de savoir que le Dakar allait partir en Arabie Saoudite, alors qu'on le sait depuis le mois d'avril. J'ai même fait une vidéo dessus quand il y a eu la présentation. Et moi, ça m'énerve parce que c'est vrai que le Dakar est vraiment très connu pour être passé auparavant dans des pays qui prônent vraiment la tolérance et les respects des droits de l'homme. C'est vrai que la Libye, qui a connu le Dakar, la Mauritanie, même le Maroc, l'Algérie à l'époque de Bouteflika, l'Égypte à l'époque de Moubarak, la Tunisie même à une époque c'était Moubarak, voilà, c'était que des pays où il n'y avait aucun respect des droits de l'homme. Donc le Dakar ne s'intéresse pas à ça et ça reste du sport, une aventure, mais on parle pas de, des fois il faut quand même différencier la politique du sport, et à un moment ça m'emmerde les gens qui lient les deux. Là c'est juste une aventure sportive et il faut juste se prendre comme ça, voilà. Donc oui, l'Arabie Saoudite est un pays où le droit de l'homme n'existe pas, ou peu, est un pays où les femmes ont une situation qui est très compliquée, mais c'est pas l'Arabie Saoudite dont on parle, c'est le Dakar. Et surtout que France 4 a montré très peu d'images de ce qui se passait en Arabie Saoudite. Peut-être que ça a été bloqué, je ne sais pas. Le règlement également, je vais juste finir là-dessus. Le règlement c'est très bien, je trouve. Toutes les évolutions apportées sont bien pour la course. Après, je pense qu'il faudra regarder également l'année prochaine quand le parcours sera peut-être un peu plus difficile, un peu plus technique pour voir. Mais on a vu quand même des séquences de jardinage et ça c'est bien, même si à mon goût on n'en a pas vu assez parce que j'ai trouvé que la navigation, c'est mon avis de suiveur, avec les images de France 4, était pas très difficile. Avec les images également de ASO et les petits replays. Bon, du côté de France 4, mon avis sur la retransmission de la part de France 4, c'est un peu une chronique qu'on pourra avoir sur le Médialiste, ça. Le sport sur France Télé. Ça me donne des idées, tiens. Moi, je donnerais un 5 sur 20. Déjà, pourquoi avoir décalé l'émission à 19h45 ? C'était bien 19h. Là, ça se retrouve pendant le journal. Ça fait que moi, j'ai dû retaper toutes les émissions en replay parce que oui, les gens qui aiment le sport peuvent aussi regarder le journal de 20h de temps en temps. Voilà. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu nul. Alors qu'avant, l'émission avait lieu de 18h à 18h45 à 19h. Bon, 19h50. C'était vraiment un bon horaire. C'était en access. Pour moi, l'émission Bivouac ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que avant en Argentine, ça servait à quelque chose. L'émission du Dakar, qui avait lieu à 18h45, c'était pile à l'arrivée des spéciales. Et des fois, c'était pile à l'arrivée des spéciales en auto. Donc souvent, les autos, des fois, arrivaient pas toujours. Les camions n'étaient pas là et les SSV non plus. Donc le bivouac, ça permettait de parler des camions, des SSV, des catégories. On mettait un peu plus de temps à rentrer. Et surtout, les images des poireaux, c'était surtout dans le bivouac que ça passait. Là, aujourd'hui, l'étape est déjà finie à 19h45, parce que l'émission qui commence à 19h45, en fait, il est 21h45 là-haut. Un gros décalage horaire. Les étapes partent tôt au Dakar. Parce que, pour vous dire, les 3/4 du temps, je savais les résultats des étapes à midi. Je connaissais le résultat moto et auto, et les camions, c'était 14h30, un truc comme ça. Donc pour moi, à quoi ça sert l'émission Bivouac, vu qu'on a tout ça dans l'émission du Dakar normal ? Autant agrandir l'émission du Dakar normal. Au lieu que ça fasse qu'une heure, la faire durer 1h30, 1h45. Surtout que l'émission Bivouac, très clairement, c'est impossible de la regarder en direct. Elle passe à 3h du mat. 2h, 3h du matin, c'est impossible de la regarder en direct. Et surtout qu'elle est enregistrée, je pense, à 22h. Elle est enregistrée juste après l'émission du Dakar normal. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Ce que j'ai trouvé qui était raté également chez France 4, c'était les faux directs. Parce que l'émission du Dakar, on nous l'a présentée presque comme une émission qui était en direct, sauf que c'est totalement enregistré. Parce que c'est bizarre, c'est que ça commence en plein milieu de l'après-midi, ça se finit, il fait nuit. Je suis pas devin, mais même si le soleil se couche tôt en Arabie Saoudite, j'ai l'impression quand même que ça va hyper vite. À 14h, ça dure 5 minutes, le coucher de soleil. Je trouve ça un petit peu ridicule. Tu dis que c'est enregistré ou tu le fais en direct, et dans ce cas-là, tu as besoin de faire l'émission du Dakar avec en plus les duplex, et qui sont ridicules en fait au final. L'interview à l'arrivée des spéciales, il faut mieux faire l'arrivée, les interviews dans le bivouac, ça a plus d'intérêt, je trouve. Et puis, pour moi, Luc Alphand, c'est pas Franck Montagny.
C'est-à-dire, pourtant, il y a plein de choses à expliquer sur le roadbook, sur les difficultés au niveau des pneus, sur la manière de passer les dunes, plein de choses, et il l'explique très mal, ou ne l'explique pas, les trois quarts du temps. Et puis, moi, je comprends pas pourquoi on a mis Cécile Rousseau, ou Céline Rousseau, je sais plus comment elle s'appelle, à la tête du Dakar. J'ai pas retenu son nom parce que... Alors, pour moi, elle fait partie des gens, voilà, ça m'énerve. Les filles dans les sports qui ne servent à rien, alors que pourtant il y a plein de journalistes sportives et je connais plein de filles qui s'y connaissent très très bien en sport et qui aimeraient qu'on leur donne leur chance. Cécile Rousseau, elle ne s'y connaît en rien dans le Dakar. Alors déjà quand il y avait Chamoulot, bon, j'avais rien dit. Déjà Chamoulot, c'était un peu pathétique. Là avec Cécile Rousseau, c'est encore pire. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Chamoulot au niveau des sports mécaniques, mais si, c'est possible. Moi, je me rappelle de l'époque de Gérard Rolls et je regrette cette époque-là. C'était peut-être pas exceptionnel, mais au moins s'il connaissait un petit peu en sport mécanique. Là, c'est vraiment le niveau zéro. Et je trouve ça dommage. Et ouais, s'y connaît vraiment pas. Et puis en plus, elle n'anime pas très bien l'émission, je trouve. Donc voilà, moi, ça me donne pas envie. Et puis également, les catégories quad, SSV, camion, qui sont beaucoup trop absentes des résumés. Alors que là, cette année, vu que les étapes... Autant avant, tu pouvais dire camion, SSV, c'était compliqué parce que souvent ils n'étaient pas arrivés lorsque tu avais l'émission Dakar. Mais là, ils étaient arrivés depuis 3 heures. Donc on pouvait faire des interviews des mecs de chez Kamaz ou des mecs de chez Maz. Je trouve ça dommage parce qu'en plus, c'est des catégories qui sont très intéressantes et où parfois il y a eu une belle bagarre également. On passe au top et flop du côté des pilotes après avoir donné mon avis. Top et flop moto. On va éviter que la vidéo dure 45 minutes. Moto pour moi, en plus, Honda, bien entendu. Enfin vainqueur, 31 ans. Il aura fallu attendre 31 ans pour retrouver un vainqueur en moto qui soit sur une Honda. Avec un Ricky Brabec qui a été exceptionnel. Il gagne avec 16 minutes d'avance, mais il n'a jamais été inquiété, Ricky Brabec. C'est-à-dire, dès la deuxième, troisième étape, il prend la tête. Ensuite, personne ne l'a revu. Il s'est même permis de gérer l'étape marathon. Et puis à la fin, tu le sentais que c'était plus le stress. Moi, je l'avais dit en fin de première semaine. Fin de première semaine, j'aurais pu dire déjà, bon, il a gagné 25 minutes d'avance, c'est bon. Mais tellement Honda a eu de problèmes ces dernières années avec des abandons de dernière minute ou des situations un peu compliquées. En plus, il y avait eu l'abandon de Kevin Benavides le vendredi. Or, Kevin Benavides pouvait faire un bon lieutenant de secours. Et là, c'est vrai que Brabec, il s'est retrouvé seul assez vite devant. Avec un Barreda qui a été cette année très, très sage. Johan Barreda, il finit 7ème. C'était pendant très longtemps sur le podium, mais il a eu un peu des soucis lors des 2 dernières journées. Mais Barreda, voilà, qui finit quand même son Dakar dans le top 10. Je pensais pas que ça arriverait. Je n'étais pas très confiant avec Barreda. Il a été très très calme. La première semaine, on ne l'avait pas vu, je vous avais dit, mais il a été très sage. Mais voilà, bon Dakar en général, parce que, à part Kevin Benavides qui a eu son problème moteur, Inacio finit 4ème avec une victoire d'étape, 2 victoires d'étape, même je crois pour Inacio Cornero. Donc voilà, bonne journée, bonne année pour Honda. Et enfin le Dakar, après les moyens qu'ils ont mis en place, ça fait du bien. Quintanilla, parce qu'il finit 2ème à 16 minutes, mais il a donné le maximum avec Saúl Cobarna. Pas aidé non plus énormément par son équipier Andrew Short qui a laissé du temps assez vite et qui avait pas un grand rythme, je trouve, alors qu'on l'avait vu sur des Dakar en Amérique du Sud un peu meilleur. Peut-être pas le meilleur en navigation, Andrew Short. Quintanilla par contre toujours très fort, toujours très bon. 4ème l'année il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus. Il est toujours présent dans le top 10. Vainqueur encore d'étape. Il a donné le maximum, ça n'a pas suffi, mais il ne pourra pas se reprocher grand-chose avec une moto qui était en retrait, vu que c'est une KTM, là où Skeverna. Et puis la Yassens, toujours meilleure féminine, hein, elle finit 18ème malgré un Dakar qui a été compliqué. On n'oublie pas également la 12e place d'Adrien Medj, qui finit meilleur français. Bon, à 2h33 de tout le monde sur la Sherco. Voilà. Et puis Taille Perry également, la petite Sudaf, qui a eu un reportage sur France 4, j'ai suivi un petit peu tous les jours, qui finit certes loin au classement, mais c'est déjà une sacrée performance. Et puis Ross Branch, le pilote d'avion du Botswana, qui a fait un très beau Dakar avec une victoire d'étape. C'est un peu comme Serradori du côté des autos, dont je parlerai après. Pour des amateurs, remporte une spéciale,
c'est toujours bien. Ou Zala, notre ami Zala, le lituanien chez X-Red. Bon, les moins, Yamaha. Heureusement encore qu'il y a eu Franco Caimi, qui finit 8ème, mais alors dessous le trait et Brand Beveren, ça a quand même été la catastrophe, surtout qui dessous le trait nous avait dit 2 jours avant son abandon, oui, notre objectif c'est de finir bien, c'est de finir le Dakar, et au final c'est l'équipe qui a eu perdu le plus de leaders. On se retrouve donc avec Franco Caimi, mais qui finit quand même à 1h42, à quasiment 40 minutes de... Oui, même plus, 50 minutes de Barreda, qui est le concurrent qui est juste devant lui, donc c'était vraiment un autre monde. Et puis Rune Fagoter chez Yamaha, mais qui n'était pas dans le team officiel, qui était dans le team australien, qui finit avec 2h54 de retard, qui finit 13ème, juste devant le premier débutant, Raume Betriou, qui a fait de l'enduro lui, donc il faudra suivre dans les années à venir, mais bon, vous savez que le côté de chez Yamaha c'était assez compliqué, puis KTM, parce que première défaite en 20 ans pour KTM, mais bon, c'est pas comme si on le sentait venir depuis 2-3 ans quand même, hein, chez KTM, c'est-à-dire que on voyait que les autres progressaient beaucoup en vitesse, il leur manquait de la fiabilité, et eux, en vitesse, ça stagnait un peu, alors la fiabilité était là, mais on voyait peu d'évolution sur la moto. Et c'est ce qui s'est passé quand on travaille pas assez sur sa moto pour la faire évoluer. Bien, au bout d'un moment, on se fait rattraper. Quand les autres ont réussi à récupérer la fiabilité, eh bien, ils ont gagné. Mais l'année dernière, il y avait déjà eu... Enfin, ils s'imposent, mais avec un miracle, quand même. Tous les leaders précédents font des erreurs, tous leurs concurrents font des erreurs, et Brabec casse son moteur. Sinon, Brabec aurait déjà gagné les Dakar l'année dernière. Donc ils avaient eu un Q phénoménal l'année dernière, KTM pour Toby Price. On a rarement de la chance 2 fois d'affilée. Donc voilà, ça n'a pas suffi là pour KTM. On passe au quad. Je vais juste mettre le classement général, mais pour moi, top, Ignacio Casale. Pour moi, super top même Casale, parce que c'est le seul pilote qui a géré sa 2e semaine. Il avait 45 minutes d'avance au bout de la première semaine. Après, il a arrêté de rouler, quasiment. Casale, il a regardé les autres faire. Bon, voilà, il a fini vraiment très tranquille parce qu'il gagne. Il perd une trentaine de minutes sur Simon Vitt, qui fait un très bon Dakar. Lui qui était dans l'équipe #JeuPeux 2020, qui est l'équipe également d'Axel Alétru. On en reparlera tout à l'heure d'Axel Alétru. Casale, oui, il a été au-dessus, le Chilien. C'est le seul qui a vraiment dominé sa catégorie, parce que même chez Kamaz, pendant très longtemps, Vjazovic a été là, même si ça se finit bien. Lui, il a vraiment pas du tout été inquiété. C'est encore mieux que Brabec. Voilà, il n'y a eu aucune inquiétude pour lui, il a roulé tranquille. En même temps, bien aidé, il n'y avait plus les frères Patronelli du côté des quads. Mais voilà, bon travail. J'ai oublié de dire également qu'en original Balmotun, c'est un Roumain qui s'impose. Je vais le faire tout de suite, tiens. Original Balmotul, si ça veut s'afficher, parce que des fois ça met un peu de temps. Emmanuel Guiennes, voilà, parce que c'est toujours des forçats de la route. Devant Benjamin Mello et Florent Vessade, voilà. Dans cette catégorie. C'était une belle aventure pour tous ces pilotes. Je reviens au quad. Donc Casale, très bien, avec vraiment une... C'est un pilote qui a de l'expérience, Casale, pas grand chose à dire. Il a fait le quad dans toutes les catégories, il a commencé en camion, il a fait également du SSX l'année dernière. C'est sa troisième victoire en quad, après 2018 et 2014. Et il a aussi 2 autres 2e places, donc on voit que c'est un pilote qui est très 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 performant. Mais voilà, très bon Dakar de la part du Chilien. Et puis Simon Vitt, bon Dakar du Français. Je l'avais mis parmi les favoris, peut-être pas tant que ça lors de la première... Non, je l'avais même pas mis, je crois, parmi les favoris quand j'avais fait la présentation de cette catégorie. Oui, parce qu'il avait abandonné 2 fois. Si je me souviens pourquoi j'avais pas mis parmi les favoris, parce qu'il avait abandonné 2 fois et que l'année dernière il n'était pas sur le Dakar. Là cette année ça s'est bien passé pour lui, très sérieux. À la fin il remporte des victoires d'étape, parce que je crois qu'il en remporte 2 victoires, la 6 et la 7. Mais il a toujours été dans le top 10, à part lors de la 10e étape, il a toujours été là. Bon voilà, il a fini et il remporte une belle étape.
Enfin, il remporte 2 belles étapes et un bon Dakar pour lui. Puis Rafał Sonik, toujours là, le Polonais. Troisième, à 1h04 quand même, mais toujours là, quand il faut du monde. Moi, ce que je mettrais en moins dans la catégorie quad, le manque de concurrents. C'est vrai qu'on a bien senti, c'est une catégorie où là, le départ de l'Amérique du Sud a fait mal, mais la catégorie quad, j'ai l'impression quand même, n'a jamais réussi. C'est quand même depuis des années qu'elle n'arrive pas vraiment à trouver son public. C'est-à-dire que je crois qu'elle a une dizaine d'années et pourtant on avait que 35 concurrents au départ, je crois, donc moins qu'en Malmoto, il faut le dire, qui pourtant reste un truc très difficile, la Malmoto. Puis simplement 12 concurrents à l'arrivée, donc on voit qu'en plus beaucoup de concurrents sont des amateurs et pas forcément des amateurs les plus préparés, les mieux préparés, donc je trouve ça un peu dommage que cette catégorie-là n'arrive pas à attirer plus de monde, parce que pour moi il y a des équipes, des constructeurs qui pourraient investir dans cette catégorie quad, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'équipes et que ça soit surtout des pilotes semi-privés, parce qu'il n'y a quasiment pas de pilotes professionnels à part Casale. Et encore, je suis même plus sûr que Casale soit encore professionnel depuis qu'il ait quitté l'Amérique du Sud. Bon, on passe à l'autre catégorie phare, on dit souvent du Dakar, les autos. Eh bien, du côté des autos, ça s'est bien passé pour Mini qui a enfin réussi à performer avec son buggy après 3 ans de domination Peugeot, après une année Toyota. Et bien enfin le retour de Mini, qui avait tellement gagné avec le Mini Countryman, qui est le Team X-Red et qui est présent sur le Dakar depuis 2002-2003, avec Luc Alphand et le X5, moteur diesel. Très bon Dakar pour Mini, très performant, ils ont beaucoup travaillé sur le buggy, ça s'est vu, il était plus performant. Et puis un Carlos Sainz qui a été très intelligent dans sa manière d'appréhender la course, qui s'impose sur un deuxième territoire et qui montre que c'est sa 3e victoire et que c'est maintenant un pilote qui compte dans la catégorie. Ça devient, je crois, le vainqueur le plus âgé du Dakar aussi, Carlos Sainz. Et puis avec le duo avec Lucas Cruz qui marche toujours aussi bien. Donc voilà, pas grand chose à dire chez Mini. Pour vous dire, même un duo avec un concurrent qui Stéphane Pétantel, qui avait Paulo Fiusa, qui ne connaissait que très peu son copilote, et bien voilà, ils finissent également 3e. Bon Dakar de Stéphane Pétantel qui m'a quand même un petit peu inquiété dans ses paroles de fin de Dakar, parce que il a dit que c'était peut-être son dernier Dakar. Alors, on ne sait pas s'il va repartir l'année prochaine, mais bon, ça m'inquiète toujours. Lui, il est multiple vainqueur. Moi, je pensais vraiment à une époque qu'il allait passer chez les camions, si ça s'est jamais fait au final. Mais voilà, très bon Dakar pour Stéphane Peter-Hansel encore, c'est dommage, les 9 minutes, c'est les 9 minutes qu'il concède sur les 2-3 premières étapes. Ensuite, il a trouvé du rythme et ça s'est vraiment très très bien passé pour lui. Et puis Nasser Al-Attiyah qui reste un pilote ultra performant, qui a tout donné avec le Toyota, mais le Hilux est un 4x4, les autres sont un buggy, et les buggy étaient favorisés avec les cailloux, avec des terrains aussi où il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup de motricité. Les 3/4 des terrains qu'on a eu, c'était des longues lignes droites, il n'y avait pas de relance, ça manquait de virage, et donc le 4x4 dans ce genre de cas n'a vraiment aucun avantage. Le 4x4 c'est intéressant quand il y a beaucoup de relance, parce que 4 roues motrices, ça aide à la motricité, donc ça aide à accélérer plus vite que le buggy. Et en plus, ils n'ont pas le dégonflage à l'intérieur de la voiture, contrairement au buggy, ce qui permet d'ajuster la pression des pneus pour avoir la meilleure pression possible sur chaque terrain d'une étape. Or, eux, il faut qu'ils descendent de la voiture, donc souvent ils partent avec une pression de compromis. Donc voilà, c'est pas simple pour les 4x4, avec un poids qui en plus je crois est plus élevé, enfin une bride qui est pas forcément plus avantageuse, donc ça n'a pas été facile pour les 4x4. Et en passant, il faudra réfléchir à modifier la réglementation dans les années à venir. Et puis on termine avec Alonso. Pourquoi Alonso? Bon Dakar, il finit... alors, il a eu des pépins mécaniques, mais quand il n'avait pas de pépins mécaniques, il était toujours dans le top 5, ce qui pourtant pour moi n'était pas simple pour un concurrent qui, encore une fois, je rappelle, ne connaissait pas le rallye, vient de la monoplace, donc ça a vraiment rien à voir, mais il a été intelligent. Je pensais qu'il serait intelligent, je l'avais dit en IndyCar, 24 heures du Mans, il avait intelligent, et bien il a eu la même approche. Alors il a fait des erreurs, mais comme tout débutant sur le Dakar,
Mais voilà, il s'en est bien sorti 13e, meilleur débutant je crois même. Donc voilà, mon Dakar pour l'Espagnol. Et puis Mathieu Serradori, 8e, aurait pu finir un peu plus près encore de Bernard Tembrink, avec Fabien Lurquin, mais ils ont eu un problème de direction assistée une deuxième semaine où même s'il y a la victoire lors de l'étape du mardi, ou du lundi, je ne sais plus, non c'était le lundi, pardon, quand les motards n'ouvraient pas la route, eh bien il a quand même fait un bon Dakar, malgré un problème de direction assistée, des tonneaux également lors de l'étape marathon. Eh bien voilà, ça a été quand même un bon Dakar, avec son Buggy Century, qui je pense il va continuer à le développer dans les mois et les années à venir. Du côté des moins, eh bien Toyota, résultat d'ensemble décevant, parce que bon, El Rajji est 4e, De Villiers 5e, mais quand même assez loin de la tête. Tembrink a été, je trouve, très décevant. On nous a dit qu'il était malade en première semaine, mais il finit 7e en étant tout le temps dans l'anonymat et on ne l'a pas vu quasiment. Il est 7e parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons devant, mais sinon on ne l'a vraiment pas vu. Donc ça, je trouve ça dommage de la part de Toyota, et il va falloir réfléchir à ce que, si la réglementation n'évolue pas, à passer ce Hilux en buggy, parce que ça avait déjà été une réflexion il y a quelques temps, mais des battements de suspension sont vraiment avantageux pour les buggy, et là on voit que c'est un terrain qui pour le moment n'aide pas du tout les 4x4. Deuxième équipe décevante, c'est Ford, enfin le Ford Raptor de Procop, 12e simplement, jamais dans le coup, jamais ultra rapide, pas très performant, et puis un équipier qui se crache dès le check-down avant le départ du rallye, donc ça aide pas. Et puis Bougward, parce que notre ami Nani Roma, elle n'a pas eu un Dakar facile, il finit 26e, à 2 places devant Christian Avieille et son Toyota de série. Donc voilà, le Bougward a encore pas mal de travail à faire. Ça a été très difficile pour le pilote espagnol. Et puis le dernier point noir, pour moi, il y a trop de catégories et on n'arrive pas à s'y retrouver entre les productions, les buggy diesel, les buggy essence, les 4x4 diesel, les 4x4 essence. Il y a au moins 6 ou 7 catégories en auto, et très clairement, certains vont s'imposer dans une catégorie mais ne seront pas mis en avant parce que pas assez de visibilité. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait trop de catégories. Enfin, moi, ça m'emmerde. On passe au SSV. Alors, les SSV. En plus, on va peut-être pas faire diplôme non plus sur les SSV. Parce que là je vois que la vidéo commence à être longue. Eh bien, Kazekuri, pour moi, bon, on sentait qu'il y a eu des moyens chez Can-Am qui ont été mis sur Kazekuri. C'est un pilote qui a énormément roulé aux États-Unis sur les Barras. C'est une grande course de rallye raid qui se déroule sur une journée ou 2 jours parfois. Donc voilà, il a fait vraiment un bon Dakar. Il a profité également des problèmes en deuxième semaine de Chaleco, parce qu'il était quand même assez loin de Chaleco, et puis Chaleco a eu d'énormes problèmes sur la fin de ce Dakar, et c'est dommage, mais bon, on sentait que Can-Am voulait qu'un Américain s'impose devant Karyakin, ancien vainqueur en quad de l'année dernière, qui a fait un bon Dakar, et puis Conrad Rautenbach, pas grand chose à dire sur l'ancien pilote de WRC, également chez PH Sport, qui utilisait le proto PH Sport dans cette catégorie. 7e également, Axel Alétru, le français, avec François Béguin. Axel Alétru, qui, on va pas rappeler l'histoire, voilà, il a eu un accident en motocross, il a perdu l'usage de ses jambes en partie, parce qu'il a récupéré l'usage des quadriceps, mais il ne sent plus ses mollets. Voilà. Et donc il finit 7e avec un buggy, et premier de la catégorie buggy de série. Alors là aussi, moi c'est en moins ça. On n'arrive pas à faire la différence entre SSV de série et SSV proto. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à faire la différence plus facilement, parce que je trouve ça complètement con, on n'arrive pas à faire la différence. Et puis on finit dans cette catégorie SSV avec Varela qui a fait un Dakar, le Brésilien, un petit peu derrière tout le monde, et puis jamais dans le coup, alors qu'il était très bon en Amérique du Sud. Il n'a pas réussi à s'adapter à ce nouveau terrain.
Il finit 9e, beaucoup de problèmes mécaniques sur le Can-Am, lui qui a été coéquipier de Kazekuri. Voilà, quand tu finis 5h44 derrière ton équipier, c'est que t'as pas fait un bon Dakar. Et puis Red Bull, les proto Red Bull avec Cyril Després, mais il y avait Mitchell Guthrie et je ne sais plus qui d'autre qui ont tous abandonné. Ça a été un peu la catastrophe chez Red Bull et c'est un peu dommage parce que c'est une équipe qui met toujours beaucoup de moyens. On finit avec les camions. Kamaz qui s'impose assez facilement chez les camions. Pas grand chose à dire. 42 minutes d'avance. Bon bah voilà. C'est Kamaz. Karginov devant Shibalov. Même si ils ont perdu un concurrent dans l'affaire. Le vainqueur de l'année dernière. Ça s'est quand même plutôt très très bien passé pour Kamaz. Qui cette année n'avait pas une concurrence exceptionnelle. À part Mas et Vjazovic. Mais qui s'est tanké lors du retour de l'étape marathon. Et qui a eu du mal à sortir de ce tankage, puisque sinon il aurait été très proche de Shibalov en termes de chrono. Il aurait fini à 1 heure à peu près de retard, et il finit avec 2h04, alors que Shibalov a 42 minutes de retard sur Karginov. Mais le Maz qui a évolué, hein, ce n'est plus un camion autoporté, c'est un camion qui a un capot désormais, et bien beaucoup progressé. Et puis 4e Sotnikov chez Kamaz encore, donc voilà, très rapide. La déception, c'est Iveco. Le team de Roy, de toute façon il n'y avait pas Gérard de Roy, donc à partir de là c'était compliqué, et Janusz Van Kasteren qui a abandonné sur tous ses Dakar finit quand même très loin à 4h26 du premier Kamaz. Martin Machik pareil à 3h28, et puis Loprez également, parce que quand Tatra remettra des moyens ça sera peut-être intéressant pour lui, mais qui finit avec 5h16 de retard, donc très très loin, juste derrière Van Kasteren au classement. Et puis on n'oubliera pas également la première de Patrice Garouste. Patrice Garouste, voilà, qui était pour la première fois sur un camion, qui finit 9e, alors certes à 6h07, juste devant le Hino de Sugavarak, mais qui était dans une catégorie avec moins de puissance. Patrice Garouste, voilà, qui a fait un bon Dakar. Lui qui avait déjà fini 2e en SSV il y a quelques années, en ayant 5 victoires d'étape. Non, c'était la deuxième fois qu'il faisait le Dakar en camion, parce qu'il l'avait fait en 2016. Donc voilà, c'est vraiment une belle performance sur un Tatra. Voilà, très bien joué. Il a été tout le temps dans le top 20 dans cette catégorie et finit plutôt bien. Donc bon Dakar de la part de Patrice Garouste. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un petit peu longue. On va être aux alentours d'une bonne trentaine de minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce Dakar 2020. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures du côté des sports mécaniques, mais pas seulement. Si vous savez regarder la vidéo des annonces et des nouveautés 2020. Et puis, à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.